la une de ce journal, signature hier à Doha, au Qatar, de l'accord de principe pour une paix durable entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Eh bien, les deux parties s'engagent à résoudre les conflits par les moyens pacifiques dans le respect de la Constitution congolaise et du droit international et de charte de l'Union africaine et de l'ONU. D'autres détails dans ce journal. Le dossier de ce journal magazine évoque le phénomène collation des enfants de la maternelle. Quelles en sont les motivations des organisateurs alors que ce genre de manifestations sont interdites par les autorités compétentes? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans la deuxième partie de ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce Midi Actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme annoncé à l'entame de ce journal, accord de principe pour une paix durable. Les représentants de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont apposé leur signature hier à Doha. Au Qatar, les deux parties reconnaissent que la paix durable est la base d'une nation unie, prospère et sécurisée. Autre détail avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Une déclaration des principes entre Kinshasa et AFC M23. Cette avancée diplomatique est le fruit des négociations tenues sous la facilitation du Qatar. Les discussions ont permis de poser les bases d'un processus de paix durable avec un engagement clair des deux parties à œuvrer pour le retour de la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les engagements clairs, l'on note le respect d'un cessez-le-feu permanent incluant l'arrêt des attaques par voie terrestre, aérienne, maritime et lacustre, ainsi que la fin de toute propagande haineuse ou prise de position par la force. La création d'un mécanisme de vérification du cessez-le-feu impliquant la MONUSCO et, si nécessaire, des dispositifs régionaux. La mise en place des mesures de confiance, notamment un mécanisme sous l'égide du CICR pour organiser la libération des détenus jugés prioritaires. Il faudrait également noter l'élaboration d'une feuille de route pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans l'est de la RDC qui sera précisée dans l'accord de paix à venir. Un engagement pour le retour volontaire et digne des réfugiés et déplacés internes en coordination avec les pays d'accueil ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le strict respect de la Constitution de la RDC, des chartes des Nations Unies et de l'Union africaine, du droit international ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2773, s'inscrit dans la logique de la continuité de l'accord de Washington. Vulgariser en toute responsabilité et professionnalisme l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, les organisations professionnelles des médias entendent mettre en place un plan d'engagement pour l'appropriation de cet accord. L'appropriation de l'accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC le 27 juin dernier à Washington et sa vulgarisation, c'est le leitmotiv de l'atelier qu'organise depuis vendredi 19 juillet 2025 les organisations professionnelles de médias en RDC, à l'occurrence UNPC, Journalistes en danger, le CESAC et la NEAP. Objectif, déboucher sur la mise sur pied d'un plan d'engagement de médias congolais sur la vulgarisation de cet accord. Tout est parti de ces constats. Le travail d'un journaliste, c'est d'abord de s'informer. Parce qu'avec tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, franchement, j'ai très peur. Parce qu'on est en train de dire des choses. Moi, j'ai une copie de cet accord. Et quand je vois que les gens disent que, en fait, c'est ça, alors que ça n'a rien à voir avec cet accord-là. Je prends, par exemple, le cas de l'intégration dans l'armée. Mais il y a des conditionnalités. Ce ne sera plus les mixages et brassages, non. Là, c'est individuellement chaque élément armé qui s'engage, soit pour faire l'armée, ou soit pour entrer dans la vie civile. Cet accord est un grand moment historique et qui peut vraiment baliser l'avenir de notre pays dans le bien. Et
La presse, dans ce contexte, a un grand rôle à jouer. Les Congolais doivent savoir ce qui se passe dans leur pays et y adhérer. Ce n'est que l'adhésion populaire qui donne la légitimité à l'action des gouvernements. Le secrétaire général de GED, Ivis Chivwadi, fixe les objectifs de cet atelier. Alors nous sommes réunis ici en tant qu'acteurs, experts des médias, comme on dit. Les médias ont la responsabilité ou le rôle d'informer et même de rassurer sur certaines dispositions. Et nous sommes réunis en tant qu'acteurs pour analyser d'abord cet accord et proposer un plan d'engagement de la manière où les médias peuvent accompagner la mise en œuvre de cet accord, d'abord comme acteurs de paix et comme catalyseur des opinions, ça veut dire porter les opinions et les attentes des Congolais par rapport à ce qui est attendu, ça veut dire la paix. Mais pour que cette paix soit effective, il faut que tout le monde puisse s'approprier de cet accord. Ces assises de 3 jours organisées ici à Kinshasa se clôturent ce dimanche 20 juillet 2025 et seront sanctionnées par des recommandations sur la vulgarisation et la sensibilisation de cet accord de paix signé sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Une réaction dans ce journal en rapport avec l'accord de principe signé à Doha hier entre Kinshasa et la coalition AFC M23, c'est celle de Eugène Diomi Ndongala Nzomambo, président du Parti démocratie chrétienne, qui pense que cet accord de paix fondé sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et la restauration de l'autorité de l'État vient de redéfinir un État qui est la République démocratique du Congo. L'accord signé ce 19 juillet à Doha jette les bases de la solution de la situation de notre pays à l'Est. C'est un accord en fait qui redéfinit un État, c'est-à-dire la RDC. Cet accord consolide les bases de notre pays, c'est-à-dire elle confirme que la RDC est indivisible. Donc cet accord reconnaît premièrement la souveraineté de la RDC, deuxièmement la constitution de la RDC, et c'est là en se basant aux lois internationales, particulièrement la charte des Nations Unies, la charte de l'Union africaine et la résolution 2773 des Nations Unies qui a reconduit la MONUSCO. Et donc aujourd'hui, la souveraineté de la RDC n'est plus discutable, surtout que l'accord de Washington a tracé la voie qui a reconnu l'agression de notre pays. C'est-à-dire, l'État agresseur est identifié. Autre chose dans la province du Sud Kivu, le général de brigade Mwaku Buluku Daniel a pris officiellement ses fonctions de commandant de la 33e région militaire. Sur décision de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo, le nouveau commandant de la 33e région militaire et commandant de la task force est le général de brigade Mwaku Buluku Daniel. Ce dernier répond à l'instruction de sa hiérarchie en foulant les pieds de la province du Sud Kivu, plus précisément à Uvira, en date du 16 juillet 2025. Au lendemain de son arrivée, il a procédé à la remise reprise avec son prédécesseur en présence du chef d'état-major de la 33e région militaire et d'autres officiers de l'état-major. À cette occasion, le nouveau commandant de la 33e région militaire a remercié le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que le chef d'état-major général des FARDC pour la confiance et le choix porté sur sa modeste personne. Remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président de la République. Parce que c'est lui, au fait, qui a donné des instructions qui ont fait qu'aujourd'hui, je sois placé en cet endroit. Après ce cérémonial, il s'est rendu à Rotemba, vendredi 18 juillet, pour visiter les bâtiments qui pourront servir de bureau à l'état-major commandement
de la 33e région militaire. Concernant la situation sécuritaire dans sa zone de responsabilité, le nouveau commandant promet de s'impliquer activement pour que la population des deux provinces du Sud Kivu et du Maniema reprenne sa quiétude et va tranquillement à ses occupations. Célébration historique hier à la primature de centenaire en mémoire de Patrice Emery Lumumba, assassiné à 36 ans. Il aurait eu 100 ans cette année, né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onoloa, province du Sankourou. Un siècle après sa naissance, la mémoire de Patrice Emery Lumumba continue à rassembler à l'appel de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les anciens chefs de gouvernement, les membres de sa famille biologique, les élèves, des officiels se sont retrouvés à la primature pour rendre hommage au tout premier ministre du Congo indépendant. C'est tout un symbole. Les successeurs de Patrice Emery Lumumba se sont réunis ce samedi à la primature, à l'appel de Judith Suminwa Tuluka, pour rendre hommage au premier ministre du Congo indépendant. Un événement unique organisé dans le cadre du centenaire de Patrice Emery Lumumba qui traduit la ferme volonté de la chef du gouvernement, Judith Suminwa, de préserver la mémoire collective et les valeurs qu'incarne encore aujourd'hui le héros national. Ayant succédé à cette figure exceptionnelle de l'histoire de notre pays, en tant que première ministre, par la volonté du champion de la masculinité positive, j'assume avec humilité la responsabilité historique d'occuper ce poste exigeant en charge et en devoir d'État. Je suis donc consciente du poids des enjeux, non seulement de notre histoire singulière, mais également de l'ampleur des défis qui se profilent devant nous dans la reconquête de notre pleine souveraineté et la maîtrise totale de notre destin national sous le leadership inspirant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juliana Lumumba, l'une des filles biologiques du héros national, a salué cette initiative visant à rendre hommage à celui qui a prôné l'indépendance de la RDC. Il est important que l'on connaisse mieux Lumumba et qu'on enseigne son histoire. Parce que Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba est un pan de notre histoire. Quand nous parlons de Lumumba, nous parlons de ses compagnons, Okito et Mpolo. Nous parlons de tous les pères de l'indépendance qui ont donné leur sang pour qu'on y arrive. Nous parlons de Kasavubu. Nous parlons de Mobutu. Nous parlons de Bolikango. Nous parlons des années 60 tumultueuses, pleines d'espoir et pleines de défis. Il est important que nous sachions d'où nous venons pour que nous bâtissions cet avenir rayonnant comme nous le voulons. Cette activité a également réuni des membres du gouvernement, des élèves de l'Institut Lumumba, quelques officiels, ainsi que le membre de la Fondation Lumumba. Kinshasa a abrité le premier festival mondial de la musique et du tourisme dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la semaine, le président a aussi reçu plusieurs délégations, notamment celle des pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche. La semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. Une délégation de pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison Blanche, était autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 13 juillet 2025 au palais présidentiel de Mongaliema. La délégation conduite par le pasteur Travis Johnson, directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison Blanche, a rapporté au chef de l'État qu'elle se félicite de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de l'administration Trump. Nous prions aux côtés du peuple congolais pour que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC, a dit le pasteur Johnson.
Le président de la République s'est dit heureux de l'implication de son homologue américain Donald Trump dans les difficultés que rencontre l'Afrique. C'est grâce au président américain que le drame qu'il considère comme un génocide en RDC va prendre fin, a indiqué le chef de l'État. Toujours au palais présidentiel du Mont-Galema, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une autre délégation des pasteurs conduite par Dr Robert Kayanja, le pasteur personnel du président ougandais, et l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia, président de l'église de Réveil au Congo. Les efforts de pacification de la partie est de la RDC, la stabilité régionale dans les Grands Lacs et les perspectives de développement économique à travers l'agriculture étaient au centre de cette entrevue. Le pasteur ougandais a dit avoir informé le chef de l'État de la croisade qu'il projette d'organiser prochainement à Kinshasa. Il a reconnu le mérite du président Félix Tshisekedi pour son implication dans l'œuvre apostolique à RDC. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation de la République populaire de Chine conduite par Madame Qin Boyong, vice-présidente du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois. La visite s'inscrivait dans le cadre de la consolidation du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique, avec une attention particulière portée sur la République démocratique du Congo, pays pivot des intérêts chinois en Afrique centrale. Le premier festival mondial de la musique et du tourisme s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, inauguré au centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement inédit s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine culturel, artistique et touristique de la RDC à l'échelle internationale. Dans son discours, le chef de l'État a relevé le rôle central de la culture et du tourisme dans le développement durable et la diplomatie d'influence. Ces festivals incarnent pleinement notre volonté de mobiliser les forces créatives et culturelles de notre nation pour raffermir l'unité nationale et projeter une image renouvelée, positive et ambitieuse de la RDC, a déclaré le président de la République. Un accord de principe entre le gouvernement de la RDC et l'entreprise américaine Cobalt Metals pour l'exploitation minière a été signé à la Cité de l'Union africaine en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Mines Kizito Pakabomba et le directeur général de Cobalt Metals Benjamin Katabuka ont procédé à la signature de cet accord qui scelle un partenariat stratégique visant à ouvrir la voie aux investissements américains dans les secteurs miniers. Le représentant de Cobalt Metals a précisé que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo pour la paix et la prospérité. Joséphine Liondo revient sur d'autres sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine. Qui débute en blé et blanc Tenasos 2025 en RDC. Près de 1,6 million d'élèves ont affronté du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a salué la nette augmentation du taux de participation de filles dont le nombre est passé de 722,893 en 2024 à 749,157 cette année. Fini l'exclusion, place à l'inclusion scolaire des élèves enceintes. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à travers une note circulaire rendue publique, l'autorisation du maintien des élèves enceintes à l'école. Cette décision facilitera leur accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation inclusive en consacrant par ailleurs l'égalité de chances.
Lutte contre le Mpox, un lot important de vaccins contre le Mpox est arrivé en RDC par le gouvernement japonais. Ces vaccins viennent appuyer la riposte contre la propagation de cette maladie qui touche désormais la quasi-totalité des zones de santé du pays. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a salué ces gestes. Nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. La cérémonie d'adoption de ces documents stratégiques par la plénière a eu lieu le jeudi dernier. Il s'agit ici d'un document socle, d'un système de rémunération juste, équitable et soutenable, reposant sur une grille barémique uniformisée, alignée à la fois sur les capacités budgétaires de l'État et sur les principes de performance. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et des vice-ministres de finances et du budget. L'inspection des cours et tribunaux, la cour d'appel de Kinshasa, était la première juridiction à se soumettre à cet exercice. En cas de faute constatée, des procédures disciplinaires peuvent être engagées, a précisé le premier magistrat. Cet exercice s'étendra sur toute l'étendue du territoire congolais. La campagne J'aime ma ville a été lancée dans la ville capitale par le ministre en charge de la politique de la ville. Une manière de sensibiliser la population sur la culture de civisme, de responsabilité et de respect des lois pour une ville propre où il fait beau vivre. C'est ainsi que s'achèvent les 5 minutes d'actu de la semaine. Le dossier de ce journal nous parle d'un phénomène interdit par le ministère de l'Éducation, mais qui continue à être organisé. C'est le phénomène collation du cycle d'apprentissage premier, donc la maternelle. Quel sens les parents et les écoles donnent à cette cérémonie? À Kinshasa, les cérémonies de fin d'année dans les écoles maternelles prennent de l'ampleur. Ce qui devrait être une célébration simple et symbolique de la première étape scolaire devient, dans certains cas, une démonstration excessive. Malheureusement, cette tendance a conduit récemment à un drame, alors que les autorités compétentes du pays avaient pourtant multiplié les mises en garde. Certains parents persistent à organiser des collations fastueuses avec fanfares, cortèges, défilés de voitures et enfants portés en triomphe. Dernièrement, un enfant des maternelles a perdu la vie après une chute accidentelle survenue lors d'une de ces cérémonies. Un incident tragique qui relance la problématique. Comment expliquer ces dérives croissantes malgré les alertes officielles? Le chef d'établissement scolaire pointe souvent la pression des familles qui veulent marquer l'événement à tout prix. En fin du cycle maternel, nous organisons une journée culturelle. Et cette journée culturelle, à la fin de la journée culturelle, nous octroyons un brevet de fin de cycle maternel. Il y a une confusion. La hiérarchie a interdit ce qu'ils appelaient la collation. Strictement interdit. Ça ne sert à rien de faire l'impossible. Ce n'est pas la manifestation de collation qui va changer quoi que ce soit dans le chef de l'enfant. La priorité des priorités, c'est sa propre formation. Parce que l'enfant doit terminer un cursus de la maternelle et ce cursus, ça veut dire l'enfant doit avoir un bagage du niveau du cursus de la maternelle. Pour les parents, c'est parfois un signe de réussite, un besoin de reconnaissance. Tout d'abord, nous sommes africains. Nous considérons tout événement. On ne minimise pas n'importe quel événement. L'enfant a étudié bien que c'est à l'école maternelle, mais il mérite quand même les encouragements. Et en Afrique, beaucoup plus, ce sont des chansons et les danses aussi. Mais psychologues et sociologues y voient, les parents voient un mimétisme social, voire un déséquilibre dans la compréhension de l'enjeu éducatif à ces niveaux. Un enfant innocent qu'il soit à cet âge, qui n'est pas encore mature, pensons que nous avons l'obligation de bien l'encadrer et lui faire comprendre ce qui est bien. En fait, pour un enfant, c'est aussi un droit. Il doit s'épanouir.
Mais cela ne doit pas se faire de n'importe quelle manière sans tenir compte de notre conjoncture actuelle. Nous devons encadrer nos enfants de telle sorte qu'on n'aille pas au-delà de nos moyens ou encore inculquer une certaine habitude à ces enfants qui demain doivent assumer certaines tâches de la société. Pendant ce temps, la sécurité de l'enfant est compromise. Le sens même de ces cérémonies se perd. Ces drames doivent servir d'alerte. Les célébrations scolaires doivent rester des moments simples, adaptés à l'âge de l'enfant. Les autorités éducatives sont acceptées à encadrer strictement ces activités afin d'éviter d'autres tragédies. Préserver la vie et la dignité de l'enfant doit primer surtout. Dans la suite de l'actualité, tous les responsables des ressources humaines, juridiques, fiscalité et délégations syndicales des entreprises membres de la NEP se sont retrouvés au siège de cette organisation pour une réunion sur l'interprétation en rapport avec l'application du nouveau SMIG. Dissiper les zones d'ombre et harmoniser les approches en ce qui concerne l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, c'est l'exercice auquel se sont soumis les délégués des entreprises du portefeuille et établissements publics membres de la NEP. Le secrétaire exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, Patrick Ngoulou, fait la lumière sur les modalités d'application. Nous avons interrogé les différents textes légaux et réglementaires qui présentent les éléments constitutifs du SMIG. Il s'agit notamment de l'article 3 de l'arrêté ministériel numéro 12/024 et aussi la note circulaire de son Excellence Monsieur le Ministre numéro 12 du 10 mai 2007. Le SMIG est considéré comme étant la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être rémunéré sous peine de sanctions. Et ces éléments constitutifs du SMIG, c'est l'ensemble des sommes perçues par les travailleurs en numéraire ou en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement, ainsi que l'indemnité de transport et le prime que perçoivent les travailleurs pour faciliter l'accomplissement de sa tâche. Le SMIG n'est pas le salaire de base. Le salaire de base est un des éléments du SMIG. Et pour mettre fin à cette interprétation parfois erronée du SMIG, la NEP a suggéré au ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de rappeler aux partenaires sociaux le contenu de la note circulaire du 10 mai. L'entrepreneuriat pour booster le maraîchage et déboucher à une exclusion financière, c'est le but de la formation initiée par la coopérative des fermiers et maraîchers sous les auspices du ministère de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises. Portée par la vision d'un développement inclusif et durable, la politique industrielle de la RDC, incarnée par le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, dirigée par Louis Watoun Kabomba, continue de produire des effets concrets sur le terrain. C'est dans ces cadres qu'une formation de 4 jours, organisée par la coopérative de fermiers et maraîchères du Congo, COPEFEMAC en sigle, dirigée par Maya Rose Bochila, s'est clôturée ce samedi 19 juillet 2025 sur la site communautaire de Twenge à Kinshasa. Plusieurs jeunes, femmes et entrepreneurs locaux ont été formés aux techniques agricoles modernes, à la microfinance et à l'entrepreneuriat communautaire. Une formation stratégique pour renforcer les tissus économiques locaux. Cette initiative traduit une collaboration efficace entre les coopératives de terrain et les structures publiques, notamment l'ANADEC, placée sous la tutelle du ministre Louis Watoun Kabomba. La cérémonie de clôture a été présidée par le directeur général AI de l'ANADEC, M. Mathieu Mouboyayi, qui a salué les dynamismes de la COPEFEMAC. Puis suivra l'étape de la visite avant la remise officielle de brevet. Cette activité s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'agriculture et de l'entrepreneuriat deux piliers de la souveraineté nationale. Avec des partenaires comme la COPEFEMAC, le gouvernement affirme sa volonté d'un modèle économique basé sur l'automatisation, l'innovation et la résilience des communautés.
L'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires se dit disposée à collaborer avec la presse pour vulgariser les missions assignées à cette institution. Renforcer la communication entre les services judiciaires et pénitentiaires et la presse afin de donner à la population une information fiable sur cette institution, c'est l'objet de la rencontre que l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Pierre Essabé Kamoulété, a eu dernièrement avec les professionnels des médias de l'UJEC. Au cours de cette rencontre, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires a mis l'accent sur la nécessité de vulgariser les missions et les enjeux de cette institution qu'il dirige pour renforcer la confiance dans le système judiciaire de la République démocratique du Congo. C'est ce qui fait que parfois notre action est mal comprise. À travers votre ASBEL, on peut organiser des séances à travers certaines chaînes de télévision et certaines chaînes de radio pour faire connaître réellement le travail de l'inspectorat. En reconnaissance pour son engagement et pour de bons et loyaux services rendus à la nation, surtout pour sceller la collaboration entre les services judiciaires et la presse, l'UJEC a posé un geste significatif pour encourager l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de la République démocratique du Congo. On va parler culture pour vous signaler la tenue de la 12e édition du FESPAM. C'est le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo qui a procédé à l'ouverture de cette nouvelle édition qui se tient au Palais de Congrès de Brazzaville. La République démocratique du Congo est représentée à cette rencontre culturelle par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elébé Mandebo. Musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique, tel est le thème de la 12e édition du Festival panafricain de musique FESPAM. Aux côtés du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de nombreuses personnalités politiques, diplomates et ministres de la Culture, notamment celle de la République démocratique du Congo, Yolande Elébé Mandebo, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous venus de divers pays africains, ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture. Je déclare ouverte la 12e édition du Festival panafricain de musique. Que la fête soit belle. Cet événement est une rencontre des cultures africaines dans un contexte de paix, promouvant l'émergence d'une jeunesse créative et engagée. À cette occasion, la ministre congolaise de l'Industrie culturelle et artistique, Marie-France Lydie Pongolt, a présenté 5 axes majeurs de cette édition, un symposium international sur la musique africaine, un marché et une exposition musicale, des concerts, la projection d'un film documentaire consacré à la rumba congolaise et la promotion de la diversité culturelle. Le lancement des activités a été marqué par un spectacle haut en couleur, rythmé par une chorégraphie éblouissante, interprétée par plus de 200. La recrudescence de choléra à travers la République, des explications exigées à l'Ouganda à propos de l'ouverture de Bunaganda, les civils de Beni et d'Irumu à la merci des ADF. Plusieurs sont massacrés par les rebelles. Eh bien, ces quelques titres alimentent la rétrospective de la revue de presse. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Le chiffre est effarant, clame la référence plus. 33 719 cas de l'épidémie de choléra sont répertoriés dans 17 provinces de la RDC. Le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, tire la sonnette d'alarme. Kinshasa est également touché par le choléra, martèle la référence plus. 28 décès communautaires sont enregistrés dans la zone de santé de Kokolo parmi les 368 cas confirmés.
Le préaccord de Doha sonne le glas du 1-23. AFC annonce le potentiel. Le document d'un accord préliminaire prévoit entre autres le retrait immédiat des forces rwandaises et du 1-23 du territoire congolais. Position ambiguë de Kampala vis-à-vis de la guerre imposée à la RDC par le Rwanda. Note info27.cd. Kinshasa exige des explications à l'Ouganda après la réouverture de la frontière de Bunagana entre la RDC et le pays de Yoweri Museveni. Les ADF sèment la mort à Beni et à Irumu, rapporte 7sur7.cd. 70 civils en l'espace d'une semaine tués, selon le rapport de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH. Violences armées à Massissi et à Rutshuru contraignent plus de 4000 habitants à quitter leur milieu d'origine, selon la référence plus, ce chiffre avancé par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Un incendie déclaré à Nyakalimba, à Bukavu, prive plus de 1500 ménages d'abri, révèle 7sur5.cd. Les familles entières se retrouvent à la belle étoile. Encore des attaques de la coalition RDF-AFC 1-23 contre les positions des FARDC dans le territoire de Kaléé, affirme la prospérité, une situation dénoncée par les forces armées de la RDC qui parle de violation des droits humains contre les civils. Des pachydermes causent la mort de plus de 10 personnes à Wapinda, Yakoma et Abouzi dans le nord Ubangui, rapporte info27.cd. La population menace de quitter la RDC pour la République centrafricaine si le gouvernement ne leur vient pas en aide. Les écoles catholiques prennent leur distance face à la circulaire visant le maintien des filles enceintes à l'école. À en croire le potentiel, les écoles catholiques ne se sentent pas concernées par cette circulaire. Elles demeurent attachées à leurs principes éducatifs. Un communiqué nécrologique avant de nous séparer. Eh bien, la famille Chibonge, maman Emilienne Efinda et ses enfants, maman Marthe Kassalou Tshisekedi et le professeur Dr Joseph Sikou, leurs frères et sœurs, leurs enfants ainsi que leurs petits-enfants, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Madame Sandra Chibonge Mbiye, administrateur directeur général à la Société congolaise des postes et télécommunications, toute la grande famille Antoine Alphonse Kaïssou ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur mari, père, frère, oncle et grand-père, Dr Alidor Chibonge Ilunga, médecin chirurgien à la clinique Ngaliema. Décès survenu le mardi 15 juillet 2025. Le programme des obsèques se présente comme suit. Demain lundi 21 juillet à partir de 18h, veillée mortuaire à l'espace Musée national sur le boulevard Triomphal. Recueillement, hommage, dépôt et gerbe de fleurs. Le mardi 22 juillet à partir de 10h30 à la cathédrale Notre-Dame du Congo, célébration eucharistique, et à 12h interviendra la levée du corps et départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. Et le bain de consolation est prévu à partir de 16h au lieu du deuil. Le deuil se tient depuis le 15 juillet dernier au domicile du défunt sur l'avenue des Buffles numéro 1052 au quartier Kingabois Mandrandele, commune de Limete. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal de Fifi Mukundi réalisé par Francel Congolo et Yolande Voka. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis.